Salut à tous, bienvenue sur Logic Invest. C'est une anomalie que l'on voit quasiment jamais en bourse, une micro-cap de 100 millions de dollars qui distribue 8% de rendement tout en affichant une croissance explosive de son chiffre d'affaires de 23% par an sur les 5 dernières années. Normalement, un tel rendement sur une petite capitalisation est un signal d'alarme, mais pour TAST Group, la réalité pourrait être très différente. Voici pourquoi on part pour un deep dive pour l'entreprise, vous l'aurez compris, TAST Gourmet Group, une entreprise cotée à la bourse de Hong Kong, c'est une chaîne de restaurants. C'est plusieurs même chaînes de restaurants cotées à Hong Kong. Il va y avoir une expansion aussi en Chine. On va faire un deep dive complet comme d'habitude. On va faire un deep dive de la société. On ira voir après le profil quantitatif de la boîte. Je vous donnerai moi ma conclusion. Est-ce que je me place ou est-ce que je ne me place pas? Là, on est sur une entreprise qui rentrerait dans la partie dividende de mon portefeuille. On ira voir tout ça en fin de vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce contenu vous plaît. Si vous recherchez du deep dive, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à tous mes réseaux. Et nous, on est y par bien entendu. Avant de commencer, et je le dis et je le redis à chaque fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Chaque personne doit être maître et propre de ses investissements. Et investir comporte des risques en capital, les amis. On est parti directement pour la présentation. Donc Tasté Group Limited, c'est un groupe de restauration basé à Hong Kong, fondé en 2017 et coté à la bourse de Hong Kong. L'entreprise opère un vaste réseau de restaurants et services complets et de kiosques, se positionnant principalement sur le segment de consommateurs de gamme moyenne à supérieure. Ça, c'est très important. On n'est pas dans du fast-food où tu arrives au bout de 2 minutes et tu manges et tu te casses. On est vraiment sur une gamme moyenne à supérieure. On ira aussi sur le site. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Je le redis à chaque fois. C'est que les vidéos où vous voyez les 5 potentiels d'action, PEA, machin, et que vous ne voyez pas de deep dive sur une action, moi je ne sais pas comment ils font. Si vous positionnez sur une boîte, si vous n'avez pas de test d'investissement, je ne sais pas comment vous pouvez calculer la vraie valeur et savoir exactement ce que la société fait. Donc pour moi, toutes les vidéos où vous voyez juste du quantitatif, un petit peu de graphique, et on vous explique que la boîte va faire du 25%, c'est de la merde. Voilà, je le dis haut et fort. C'était mon petit coup de gueule, surtout le finance game français, YouTube game français, où je vois les 5 actions en potentiel, je sais pas quoi, mais c'est de la merde en barre, clairement. Tu veux faire du stock picking, tu te crées une thèse pour chaque société où tu n'investis pas, tu achètes des ETF et ça se passera très bien pour toi. Bref, maintenant on a dit ça, leur particularité, c'est quoi? C'est d'offrir une très grande diversité culinaire. Donc, ils font de l'asiatique, beaucoup d'asiatique, surtout chinois, japonaise, vietnamienne, un petit peu d'occidental aussi, à travers un large portefeuille de marques. Donc, en fait, ça va pas être une chaîne à la McDonald's, enfin, même si c'est pas du fast-food, mais vous l'avez compris, à la McDonald's ou à la Buffalo, entre guillemets, pour le bon vieux français. Non, ça va être vraiment, ils vont développer leur propre chaîne et il va y avoir de la cuisine pour chaque chaîne de restaurant. Donc en fait, il va y avoir beaucoup de marques au sein de Tasté Gourmet Group. Donc leur business plan et leur stratégie, c'est quoi? C'est que leur modèle d'affaires repose sur plusieurs piliers stratégiques conçus pour minimiser les risques liés à l'industrie de la restauration tout en maximisant leur part de marché. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse pour la boîte, c'est la stratégie multimarque et multi-cuisine. C'est le cœur de leur business plan. Au lieu de dépendre d'une seule enseigne, si tu as ton Buffalo, en fait, que les gens sont hypés au départ, mais qu'au bout de 20 ans, t'en as plein le cul d'aller écouter la musique des petits Indiens, ça va pas marcher. Donc là, clairement, eux, ils sont multimarques, multi-cuisine. Donc même s'il y a une marque et un restaurant qui est un peu moins bon, et ben ça sera, comment dire, ça sera rattrapé par tout le reste des enseignes. Donc cela leur permet de s'adapter rapidement au mode culinaire et de répondre aux envies variées des consommateurs et de cibler une clientèle très large. Ils veulent des emplacements premium, hein, donc le groupe implante stratégiquement ses restaurants dans des zones à très fort trafic et à fort pouvoir d'achat, notamment dans les centres commerciaux de premier plan et les grandes artères commerçantes. Donc là, ils sont essentiellement situés à Hong Kong. Maintenant, ils vont ouvrir énormément de restaurants en Chine, on va aller le voir. Croissance et acquisition et partenariat pour pénétrer de nouveaux segments. L'entreprise rachète des marques existantes comme l'acquisition de ParkU pour se renforcer dans la cuisine occidentale, et forme des co-entreprises, des joint ventures, pour s'étendre géographiquement, notamment en Chine. Donc ça va être très important, ça va être vraiment le prochain relais de croissance sur les 5 à 10 prochaines années de la boîte, ça va être la Chine, mes amis. L'optimisation des coûts via une cuisine centrale, bon ça tous les restaurants le font, la digitalisation et la fidélisation. Tasté Gourmet investit activement pour relier le monde en ligne et hors ligne. Bon, ça, je suis un peu moins hypé en vrai. C'est en gros ta petite carte VIP, c'est pas pour ça que tu vas y retourner. Mais ça a le mérite d'exister. Maintenant, on va aller directement sur le plan Chine. Et c'est un des plans pour moi, peut-être le plan le plus important pour la boîte.
Donc pour l'instant, elle possède 5 restaurants en Chine continentale, tous situés à Shanghai. Ces établissements opèrent notamment sur leur marque Moment Together qui propose une cuisine chinoise à raffiner. Donc ils ont une approche par la joint venture, tu es obligé de toute façon quand tu es en Chine de faire comme ça, pour pénétrer le marché chinois tout en minimisant les risques financiers et opérationnels. Tasté Gourmet Group privilégie les partenariats stratégiques. Le groupe a par exemple formé une coentreprise avec Shanghai FNB à Shanghai. Cette méthode leur permet de s'appuyer sur l'expertise d'un acteur local. Donc ça, on a bien compris pourquoi. Ils ont ciblé les villes de premier rang, le tiers 1. Le groupe ne cherche pas à inonder la Chine de restaurants de façon agressive, et ça c'est très intéressant, et ça c'est ce qui m'intéresse aussi. Ils se concentrent d'abord sur des très grandes métropoles à fort pouvoir d'achat. Donc on voit qu'ils ont une cuisine entre guillemets pour les gens de classe moyenne sup. Donc c'est pour ça qu'ils veulent pas inonder le marché, ils veulent vraiment chercher des gens qui ont un petit peu de pognon. Et on va aller voir un petit peu le TAM en Chine au niveau culinaire, au niveau des restos. Il y a vraiment un gros boulevard qui s'offre devant eux et il y a vraiment des grosses parts de marché à aller chercher. Des emplacements exclusivement premium, fidèles à la stratégie qui a fait leur succès à Hong Kong. Ils visent des emplacements de premier choix. Leurs restaurants shanghaïens sont implantés dans des centres commerciaux de luxe ou des quartiers très dynamiques pour garantir un trafic important et une excellente visibilité pour leur marque et une exposition prudente et mesurée. La direction adopte une approche conservatrice face à la concurrence féroce de la restauration en Chine continentale et aux éventuelles fluctuations de la monnaie, le renminbi. Ils utilisent ces premiers restaurants comme un test de grandeur nature. Donc voilà, c'est pas on arrive en Chine, on monte des restaurants partout. Non, on essaye à Shanghai, on en met 5 pour l'instant. euh, X les années N plus 1, N plus 2, on voit comment ça marche et on essaye de faire ça sur les autres villes. Ça, c'est une approche que j'aime bien. On voit que le management et on y arrive, une entreprise familiale, c'est ce qu'ils font et ça a marché à Hong Kong. Donc pour moi, ça marchera. Il y a une grande chance que ça marche en Chine. L'entreprise a été cofondée par le. Alors je vais pas dire les noms parce que je vais avoir un accent dégueulasse, mais voilà. Monsieur et madame ont officiellement structuré la holding Tasté Gourmet Group en 2017 pour son introduction en bourse. Leur aventure entrepreneuriale commune a commencé bien avant. Ils ont ouvert leur tout premier restaurant avait un établissement vietnamien en décembre 2017 à Hong Kong. Donc vous voyez, décembre 2017, premier restaurant, 2017, introduction en bourse. Et là, ils ont vraiment pété la baraque. On va aller voir les chiffres. Je vous garantis, attachez vos ceintures, les amis. Sont-ils en commande? Absolument, bien évidemment qu'ils sont en commande. Et ils ont 75% de la boîte, et ça, on y reviendra. Ils ont 75% de l'entreprise. Ils sont actionnaires à 75% de leur entreprise via IKEA Limited. Donc le rôle, monsieur occupe le poste de président-directeur, il est le stratège, il occupe la vision globale du développement commercial, de la planification et de l'implantation de nouveaux projets. Et madame, elle gère le quotidien des restaurants, la création des menus, le contrôle interne, les ressources humaines et la formation des équipes. Donc clairement, ils ont chacun leur poste, chacun leur plan, et on voit, ce qui m'intéresse fortement, moi, c'est que c'est pas une entreprise qui s'est créée avec 2 personnes qui sont ensuite tirées, qui se sont barrées. Non, non, c'est toujours les mêmes. Donc pour moi, s'ils l'ont réussi, comment dire? Leur brillante ascension à Hong Kong, je vois pas pourquoi ils ne le réussiraient pas en Chine. Donc ça, c'est très important. On peut voir en plus qu'ils sont jeunes, 51 ans, 49 ans. Ils ont 75 pardon, pour cent des actions, donc ils ont tout intérêt à ce que la boîte grandisse, les amis. Ils auront exactement les mêmes intérêts que nous en termes d'actionnaires si on achète des parts de la société. Donc c'est l'alignement total des intérêts du skin in the game, c'est l'avantage numéro un quand les dirigeants possèdent la grande majorité de l'entreprise. L'argent de la société est littéralement leur pognon, donc leur intérêt, c'est le vôtre. Ils ont une vision stratégique à long terme. Moi, ça me dérange pas que un patron dise bon bah ok voilà le dividende 18%, on le réduit à 5% parce que je vous garantis que dans les 5 ou 6 prochaines années, ça va porter ses fruits, etc. Moi, j'aime bien quand on a une vision surtout à long terme et qu'on n'est pas un CEO là pour un ou 2 ans. On a eu aussi une agilité rapide d'exécution et une forteresse contre les OPA hostiles, les amis. Après, il y a aussi un revers de la médaille quand on a autant de pourcentage au terme de sa propre boîte par rapport à nous qui sommes petits actionnaires, c'est que déjà vous avez aucun contre-pouvoir, vos droits de vote n'ont aucun point mathématique. Les actions disponibles en bourse sont très faibles, donc ce qui peut rendre l'achat ou la vente rapide de gros volumes. C'est pour ça que ça sera intéressant dans ma conclusion, en fait, j'en parle. On ira voir un petit peu, mais voilà, quand on veut investir sur une petite boîte, on ne le fait pas à 50% de son portefeuille, clairement. Et la valorisation aussi, les dirigeants connaissent la vraie valeur de leur actif. La risque, c'est la décote de holding, c'est les investisseurs craignent que l'entreprise serve avant tout les intérêts de la famille fondatrice. Donc ça, il faudra qu'on soit un petit peu, comment dire,
un petit peu au courant de tout ça. Et il faut absolument qu'on en tienne compte dans notre prix juste et qu'on se protège. Moi, j'ai fait un onglet marge et ROIC. Je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. On peut voir, on va le voir un petit peu tout à l'heure sur le quantitatif, mais que les marges brutes se sont effilochées. Et j'ai voulu comprendre pourquoi, parce qu'avant d'investir, et quand je vois des marges qui me plaisent pas forcément, j'essaie de comprendre pourquoi. Et il y a plusieurs raisons. Donc la première, c'est la baisse du panier moyen. C'est le facteur le plus direct, hein. Les chiffres récents montrent que la dépense moyenne par client a diminué, passant de 231 dollars hongkongais à 226. C'est pas non plus une dinguerie, mais voilà, il y a une baisse sur le dernier semestre 2025. Dans la restauration, si le client dépense moins par tête alors que les coûts fixes, loyer et électricité restent les mêmes, la marge brute s'effrite mécaniquement. Donc ça, c'est très simple à comprendre. C'est pour ça que c'était descendu certainement aussi entre 2020 et 2021 et que c'était monté. Voilà, c'est aussi la baisse du panier moyen. On le voit que c'est fluctuant. On a aussi le changement de comportement des consommateurs à Hong Kong. Le groupe l'a souligné dans ses rapports. Il y a un changement dans le secteur de la restauration à Hong Kong, c'est que les gens se tirent à Shenzhen, qui est juste à côté, c'est moins cher et les week-ends, etc., ils vont là-bas. On a aussi l'inflation des coûts des matières premières et de la main-d'œuvre. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre à Hong Kong, donc tout simplement les salaires sont tirés vers le haut. Il y a aussi l'inflation des matières premières qui augmente, donc vous avez mécaniquement une marge qui s'effrite. Donc voilà, on a aussi une marge nette, mais on ira le voir tout à l'heure, qui est autour de 7%. C'est pas ouf, mais c'est totalement, mais c'est bien meilleur d'ailleurs que tous ses concurrents. Et dans le segment qu'elle opère, c'est pas déconnant du tout. On voit que le ROIC est très bien, il couvre largement le WACC. On va aller voir ici hein, ce que j'ai écrit. La preuve d'un modèle scalable sur la durée, hein, ROIC de 18% sur 5 ans, on peut le voir ici. Hop, signifie que les 5 dernières années, l'entreprise a réussi à investir ses bénéfices avec une efficacité remarquable, les amis. Pour chaque 100 dollars hongkongais investis dans l'ouverture de nouveaux concepts ou restaurants, entre 2020 et 2025, ils ont généré 18 dollars hongkongais de profits supplémentaires par an. Donc la conclusion, c'est quoi? C'est que le management sait comment faire croître la boîte de manière rentable sur un cycle de plusieurs années. Et ce qu'ils ont fait à Hong Kong, je le redis encore une fois, mais pour moi, ils peuvent tout simplement le faire en Chine. Et là, le marché est beaucoup plus gros. Donc le chiffre d'affaires peut être tout simplement exponentiel. Donc il y a eu une anomalie sur l'année 2024-2025. Le contraste entre les 5 ans et le 1 an sur le super ROIC qu'on a là, qui est quasiment le même avec le ROIC, hop, sur 5 ans, c'est qu'on a eu une expansion massive. Donc on le voit sur les graphiques des revenus en forte croissance, 15% de CA sur un an. Ils en ont couvert beaucoup de tables. Donc en fait, quand vous aurez beaucoup de restaurants, en fait, vous avez les résultats un an après. Donc en fait, quand vous payez énormément de pognon pour ouvrir vos restaurants, vous avez les premiers résultats un an après, sachant que la première année, bien évidemment, vous allez commencer à faire un petit peu de ristourne, vous allez essayer d'être un petit peu moins cher pour attirer aussi les gens. Donc voilà, faut totalement comprendre pourquoi le super ROIC sur un an est plombé. On peut le voir ici par rapport au super ROIC sur 5 ans qui est très bon. Sur 10 ans, il est un petit peu moins, mais ça ne m'inquiète pas non plus. Plus que ça, parce que clairement, on a vraiment une accélération des 5 dernières années. Pourquoi c'est une opportunité, un piège dans l'investissement de quality? On recherche souvent des entreprises dans le ROIC et le super ROIC historiques sont élevés, mais mais qui subissent un choc temporaire. Si c'est temporaire, le ROIC remontera dès que les nouveaux restaurants auront atteint leur rythme de croisière. Et là, on le sait, la boîte va ouvrir énormément de restaurants, les mecs. Donc je peux vous garantir que le super ROIC, pour moi, il y a de grandes chances que ça monte. Le cours de bourse actuel offre alors probablement un point d'entrée avec un rendement de dividende élevé. Et on ira voir justement le prix. On a un très bon point d'entrée, les amis. Et le rôle du board est très important. Pourquoi? Parce que soit ils peuvent ralentir les ouvertures, mais clairement, ça ne sera pas le cas. Ou alors ils vont faire un focus sur l'efficience, hein. On ferme les concepts qui ne marchent pas pour protéger le dividende, dont ils ont besoin aussi, hein. Ils sont rémunérés aussi avec ce dividende. Donc pour moi, ça sera surtout, ils vont fermer s'il y a des concepts qui ne marchent pas, ils ne vont pas forcément les étendre. Voilà le rôle du board pour ce ROIC-là. Et on est loin d'avoir un mauvais ROIC en plus, hein. C'est un très très beau ROIC par rapport aux concurrents. J'ai noté d'ailleurs, je le fais à chaque fois, mais les 3 plus gros risques. Parce que le problème quand on fait un deep dive, c'est qu'on peut tomber amoureux de la boîte, se dire putain, mais attendez, là, c'est la nouvelle pépite de demain. Il y a toujours des risques. Le premier, c'est le risque de cannibalisation par Shenzhen. Le plus urgent, c'est le risque numéro 1. Depuis 2024-2025, les résidents de Hong Kong, je l'avais dit, mais ont pris l'habitude de se tirer à Shenzhen, hein. Des prix sont 30 à 50% moins chers. Et ça, le board l'a compris. C'est pour ça qu'ils s'externalisent en Chine, les amis, et qu'ils se tirent là-bas. C'est parce que le relais de croissance, maintenant, il n'est plus à Hong Kong, il est en Chine. Donc on voit que le nombre de tastés gourmets, le nombre de clients augmente, mais sa dépense moyenne par client baisse. Après attention, ça a baissé sur une année, c'est pas non plus la fin du monde, hein.
Il y a aussi le risque de rigidité des coûts, loyer et salaire. Dans la restauration à Hong Kong, les charges fixes sont écrasantes. C'est pour ça qu'en Chine, ils vont pouvoir mieux se démerder qu'à Hong Kong. Et il y a aussi un risque de liquidité de petite capitalisation. Bien que l'entreprise soit saine financièrement, elle est cotée sur le GEM, le marché des petites entreprises à Hong Kong. Faible flottant, comme le board détient 75%, il ne reste que 25% d'actions en circulation. S'il y a une panique ou si un gros fonds veut sortir, le cours peut s'effondrer de 20 ou 30% en une journée. Il n'y a pas de gros fonds en fait, à part comment dire, les patrons. Donc en fait, il n'y aura pas de gros fonds qui va se tirer. Par contre, c'est vrai que si tu veux vendre, ça peut être compliqué. La valorisation bloquée, les investisseurs institutionnels boudent souvent les entreprises dont le contrôle est aussi verrouillé qu'ils craignent que le board ne décide un jour de retirer l'entreprise de la bourse à un prix avantageux pour eux, mais injuste pour les petits porteurs. Donc ça, il faut le prendre en compte aussi dans le prix final. Donc le mode, ça va être simple, hein. Est-ce qu'il y a un avantage des coûts? Non. Donc 0 sur 5, le mode il est toujours classé ici de 7, enfin de 25 puntos, 5 points pour chaque point de mode. Donc est-ce qu'il y a des actifs intangibles? Oui, le groupe possède un rempart immatériel grâce à son agilité multimarque, plus de 20 concepts, lui permettant de capter toutes les tendances de consommation. L'effet de réseau, j'ai mis 2 sur 5, parce que la valeur d'un plan ne dépend pas du nombre de clients inscrits au programme de fidélité. Mais pour moi, plus vous avez de bons restos, plus vous avez de bouche à oreille, plus l'effet de réseau marche. Donc moi, les effets de réseau, j'ai quand même mis un 2 sur 5. Coût de changement 0 sur 5, hein, tu peux aller dans n'importe quel restaurant, ça va rien te coûter en supplément. Et 0 sur 5, la réglementation est inexistante en tant que barrière. Donc maintenant qu'on a vu vraiment les entrailles un petit peu de la boîte, leur plan à 5-10 ans pour aller passer en Chine, maintenant on va passer sur le volet quantitatif et on va aller par contre sur le site aussi pour regarder un petit peu de quoi il s'agit, Tasté Gourmet, parce qu'il y a un site internet qui est bien fait en plus. Hop, on le traduit en français et on va aller checker un petit peu les restaurants, la tronche un petit peu qu'ils ont. Et là, on voit qu'on est sur de la cuisine. Je suis désolé, mais ça, c'est pas le wok panda ou truc que vous avez à côté de chez vous, là où vous avez les buffets à volonté et de la merde un peu en bar. Là, on est quand même sur un restaurant assez premium, quoi. On n'est peut-être pas sur un 3 étoiles non plus, faut pas déconner, mais on est sur de la cuisine, sur de la bonne cuisine. Hop, on peut aller voir aussi, ils ont toute une marque de restaurant, hein. Donc, on a du japonais, taïwanais, chinois, exactement, toute leur cuisine. Là, vous avez hop, vous pouvez cliquer, voilà, vous voulez des restaurants chinois. Là, vous avez les restaurants chinois qu'ils possèdent. Donc, on va cliquer ici, et en plus, ça va nous emmener normalement à Hong Kong. Il me semble que, voilà, on va cliquer ici, on pourrait réserver, mais non. Moi, je veux voir sur la carte. Voilà, il me semble que là, on est à Hong Kong, les amis, ouais, voilà. Et en plus, vous pouvez, bon, bah, vous avez quelques photos, mais on peut voir que c'est quand même sympa. Vous avez les photos aussi des assiettes. On n'est pas sur du McDonald's, quoi. Vous pouvez faire, moi j'ai fait ça sur quasiment tous les restos parce que voilà, je suis un peu fou. Mais voilà, clairement, toutes leurs actions, enfin, tous leurs restaurants sont à Hong Kong. On voit Shenzhen qui est juste là. Et Shanghai, je sais même pas où c'est Shanghai par contre. Mais leurs premiers restaurants sont à Shanghai en Chine. Vraiment bidon en géographie asiatique. Mais moi, je trouvais que le site était plutôt sympa en vrai, hein. Boutique en ligne aussi. Qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut acheter un petit pull? Alors, voilà, on peut acheter de la bouffe. Moi, je trouve qu'il est très bien fait. En plus, le site, bon, c'est tout à fait normal, hein. C'est quand même, c'est quand même une chaîne de resto. Manquerait plus que comment dire, le site soit bidon, mais voilà. On a toutes les types de restaurants différents. Donc ça, c'est vraiment toutes leurs marques sur du japonais, du taïwanais, du chinois, de l'occidental. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, hein, il me semble. Il n'y en a que 3. Donc Parkview, la dernière acquisition. Et il y a même une boulangerie japonaise, il me semble. Je crois que j'avais cliqué dessus. C'est assez marrant. Allez, on va la voir aussi. Let's go. Let's go pour voir la boulangerie japonaise. Moi, franchement, je trouve que les magasins sont super mignons. Et là, on est vraiment sur du premium, sur des gros malls, entre guillemets, à l'américaine, des gros centres commerciaux où vous avez énormément de gens qui vont se restaurer là-bas. Maintenant, on passe sur le volet quantitatif, les amis. Et on peut le voir, hein, la croissance des revenus est tout simplement exponentielle, 25% de croissance des revenus. Donc là, on est sur du dollar hongkongais. Que chacun comprenne, 1 milliard de dollars hongkongais, calmez-vous, ce n'est pas 1 milliard d'euros, hein. C'est tout simplement, je crois que j'avais fait la conversion, ça doit être 160 millions d'euros. Donc c'est pas des revenus non plus de zinzin. On voit que c'est une petite boîte, attention, c'est une nano-cap, hein, limite, hein. Il n'y a que 100 millions de capitalisation boursière, 100 millions de dollars. Et là, on a des revenus d'1 milliard de dollars hongkongais. 1 milliard 22, je crois que c'est 160 millions d'euros. Mais moi, ce qui m'intéresse, voilà, en CAGR, c'est 25% par an. Pareil pour le bénéfice. Et vous pouvez regarder, même pendant le problème enfin comment dire, la pandémie de Covid, bon, on a eu 4 années un petit peu difficiles en termes de bénéfices, mais en termes de chiffre d'affaires, c'était toujours en augmentation. Ils ont passé le Covid, donc pour les restaurants, c'était très compliqué, notamment en Asie.
ils ont réussi à passer le Covid en ne perdant pas de thunes, les gars. Alors oui, ils n'ont pas fait grossir par rapport à 2020, ça, il y a eu 3 années compliquées, mais c'est reparti depuis à la hausse. Les marges, on en a parlé, les amis. On a des marges nettes à 8% qui descendent un petit peu. Il y a eu un pic à 9%. Donc là, moi, pour mon prix juste, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait. Les free cash flow sont très impressionnants aussi, hein. Franchement, on a eu des free cash flow en augmentation malgré le Covid aussi. Donc là, on voit qu'on a une boîte quand même qui est structurellement très solide. Un ROIC, bon, on l'avait déjà vu, hein, mais de 12%. Très très bien, notamment quand tu fais des rachats de restaurants, c'est exactement ce qu'il faut faire. On a des capex sur free cash flow légèrement bas. Ils vont pour moi avoir tendance à remonter. Pourquoi? Parce que quand tu achètes des restaurants ou autres, il y a un moment, il faut bien investir dedans. Alors après, ils sont locataires. Mais quand tu es locataire, quand tu fais des travaux dans ton restaurant, même s'il t'appartient pas forcément, en gros, ils vont avoir le fonds de commerce, mais ils vont peut-être pas avoir les murs. Mais le fonds de commerce, c'est bien à toi de le gérer. Donc ça rentre dans des CAPEX par rapport à les operating cash flow. Mais pour moi, je pense qu'on va tourner aux alentours de 20 à 35% sur ces dépenses ici. L'entreprise a quasiment pas de dette, hein, une dette sur EBITDA de 0,74%. Elle a émis quelques actions en 2017-2018, sinon ça reste stable, même en décroissance. On a, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on a un dividende de 8,42%. Donc l'entreprise nous donne énormément de pognon. On a le cours de bourse aussi, c'est vrai que je ne le montre pas souvent mais dans mes analyses, mais c'est quand même important. Alors on a pas mal de fluctuations, pourquoi? Parce qu'on a des petits nombres d'actions en circulation, donc ça fluctue assez. On est sur du 1 dollar hongkongais. Alors j'ai pas fait la conversion, ça va valoir quoi ça? Peut-être 20-30 centimes peut-être, un truc comme ça. En euros, en tout cas c'est pas très cher. Donc le dividende, on en a parlé. On a une rentabilité qui est plutôt très sympa, moi je trouve. La santé, il n'y a pas de gros problèmes non plus, hein. Leur dividende, on va aller le voir ici, mais n'est en payout ratio que de 53%. Donc clairement, c'est largement tenable ce dividende-là. Ils peuvent même l'augmenter. Mais c'est vraiment très très bon. On voit qu'il y a eu une grosse augmentation en 2022. Et après, il y a eu une petite baisse et deux petites augmentations, enfin deux petites augmentations de 66% et 26%. Clairement, le dividende, c'est pas un problème du tout pour l'entreprise. Elle pourrait très bien le baisser un petit peu ou le maintenir à 53%, c'est pas un problème. Donc les résultats, on n'a pas forcément de prévision ni rien parce que c'est vraiment une petite boîte. On voit que ces intérêts payés, c'est pas voilà, pas ce qui va foutre la boîte en faillite la semaine prochaine. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'était le marché, les amis, parce que le marché de la restauration à Hong Kong, bien que plus petit, est également significatif. Et surtout qu'après une période de déclin entre 2019 et 2024, on voit que l'entreprise a réussi à croître alors que le secteur de la restauration est en déclin. Donc là, pour moi, ça m'intéresse fortement. Les prévisions sont optimistes avec un CSGR projeté de 6,7% sur Hong Kong sur 2024-2029. Donc ça, moi, ça m'intéresse fortement. Pourquoi? Ils sont déjà positionnés là-bas, ils sont déjà très bien positionnés, ils vont pouvoir bénéficier justement de cette croissance. Et on voit que le marché total adressable, hein, le TAM, pour Tasté Gourmet Group, qui arrive en Chine occidentale, c'est un marché de 5,2 trillions de renminbi, soit 717 milliards de dollars américains. Je ne sais pas si on se rend compte. Ils font 160 millions d'euros, mais en gros, allez, 140 millions de dollars de chiffre d'affaires, et ils arrivent sur un marché adressable total de 717 milliards. Donc en fait, il y a une part de gâteau énorme à aller chercher. Je dis pas qu'ils vont aller chercher 500 milliards, hein, attention. Mais ne serait-ce que 3 ou 4 milliards de chiffre d'affaires, vous faites rentrer la boîte dans une nouvelle. Vous la faites rentrer dans une nouvelle ère, là, hein. Ça n'a plus rien à voir du tout, hein. On passe de 160 millions à 4 milliards de CA. Bah là, si vous êtes rentré à ce prix-là, vous faites fois 15, fois 20, hein. Je dis pas que ça va arriver ou autre, je dis pas qu'il faut acheter absolument, que c'est la nouvelle pépite du monde. Mais il faut quand même garder ça aussi en tête. Donc les concurrents, je les ai regardés, mais ils sont clairement pas profilés de la même manière que Tasté Gourmet Group. Pourquoi? Parce qu'en fait là on est vraiment sur un petit peu de la bouffe, enfin de la bouffe de merde quoi, du petit restaurant du coin où tu y vas, tu payes ça 5 balles, voilà. C'est un peu de la malbouffe et de la bouffe qui est servie très très vite. Donc voilà. Et c'est surtout des marques qui sont pas autant premium aussi, hein, que Tasté Gourmet Group.
Donc pour moi, les concurrents déjà ont de moins bonnes marges, ont de moins bons quantitatifs globalement. Et on ne peut pas vraiment dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de concurrents qui font exactement la même chose. Donc voilà ce que je pouvais dire moi sur la concurrence, etc. Maintenant, on va passer à l'onglet valorisation, les amis. Et là, on va sortir le prix juste. Pour moi, j'ai un prix juste autour de 2,87 hongkongais, les amis. Et là, vous allez me dire, mais comment tu as trouvé tes 2 points de croissance de free cash flow et tes 3 de multiple final? Alors, le multiple final, c'est pas compliqué, hein. J'ai pris le multiple final le plus bas, 4, parce que là, il faut vraiment être conservateur, parce que là, on a quand même des risques. Les risques existent, hein. L'entreprise peut se péter la gueule. C'est une toute petite entreprise, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc là, moi, je sors, c'est plus les rames et la ceinture de sécurité, c'est clairement une marge de sécurité. Je veux une marge de sécurité de plus de 30% pour mon prix juste. Et là, je l'ai actuellement. Si j'achetais Tasté Gourmet Group maintenant. Maintenant, mes free cash flow par action, comment j'ai fait? Vous allez voir, c'est très simple. D'ailleurs, je le redis, mais toute mon analyse est dispo gratos. Vous l'avez en lien dans mon petit. Enfin, vous avez le lien du GDoc dans la description. Donc, moi, ma conclusion, les amis, je vais inclure Tasté Gourmet Group dans mon portefeuille. Maintenant, pourquoi je le fais. Pour conclure cette analyse, Tasté Gourmet Group est typiquement le genre de dossier high risk, risk reward qui a sa place dans un portefeuille dividende bien diversifié. D'un côté, on a une entreprise avec un ROIC historique de près de 18% et un board qui détient 75% du capital. C'est un signal d'alignement massif. Ils ne travaillent pas pour leur bonus, ils travaillent pour leur patrimoine et donc pour le nôtre. Donc moi, j'ai envie d'être aligné avec ça. Ce qui me rend confiant sur la capacité à redresser le tir après une année 2025 un peu difficile, clairement, on va pas se mentir aussi. Ma position est simple, je crois au potentiel de x2 sur les 5 prochaines années si le groupe stabilise ses marges, et s'ils réussissent leur plan Chine, car la valorisation actuelle est très basse et le dividende de 8,5% nous paye tout simplement pour attendre. Cependant, parce qu'il n'y a pas de motte rempart infranchissable et que la concurrence est féroce, je limite cette ligne à une petite fraction de mon portefeuille. Donc mon préjuge, je l'ai dit. Comment je l'ai calculé ce foutu prix juste et comment j'ai trouvé mes croissances des free cash flow? J'ai fait ça tout simplement. J'ai pris les marges du free cash flow actuel de 23%, avec un CA en augmentation de 13%. Donc le CA déjà je l'ai saigné, hein. Il était en augmentation à plus de 20%, 23% depuis la création de la boîte en bourse, depuis l'IPO de la bourse. Moi je le divise par deux. Avec une marge nette de 7%, avec le CA au départ de 1,2 milliard et 380 millions d'actions en circulation. Année 2025, ok? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des free cash flow, j'ai pris, comment dire, une baisse des marges de free cash flow de 16%. Voilà, sur les 4 prochaines années, on passe de 23 à 16% de marge de free cash flow. Et on prend une marge nette qui tombe seulement à 5%. Voilà, et là j'ai calculé tout ça, et j'ai une croissance des free cash flow de 3,2%. Donc en fait là je me protège le cucu clairement, la marge nette qui passe de 8 à 5, et on a des marges de free cash flow qui passent de 23 à 16. Ils n'ont jamais eu des marges de free cash flow aussi basses. Moi, je me protège, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si jamais ça prend du temps ou autre, on se protège toujours le cucu, les amis. Et on arrive du coup à 3,5% de croissance des free cash flow. Et je me reprotège, je ne prends pas 3,5, je prends 2,5. Et là, j'arrive encore avec ça, avec un gros prix juste qui est largement au-dessus, hop, du 1 $ hongkongais actuel. Je l'ai redit, je le dis, mais mon PE, je le prends encore un peu plus bas, qui n'ait jamais existé, clairement. Voilà, la boîte a jamais été, ça s'est jamais payé 3 fois les bénéfices. Et ben moi je le dis, voilà, ça se paiera 3 fois les bénéfices dans 5 ans, en 2031. Et même avec ça, je fais du 20% de rendement par an, avec mes 8% de dividendes. Donc clairement, moi la boîte m'intéresse, oui. On va voir les métriques clés, mais ça s'échange avec un PE de 5. Actuellement, tu achètes ça 5 fois les bénéfices. Je crois que la moyenne un peu comment dire, des autres concurrents, je crois que c'est 8, donc c'est pas cher non plus. Ça s'achète à une fois les free cash flow. Franchement, moi, même la droite de régression linéaire, on arrive à un prix qui est pas déconnant du tout. Moi, je pense que je vais me positionner là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis chez DeGiro. Pour investir à Hong Kong, il faut acheter des lots d'actions. Et c'est le board qui décide le lot d'actions qu'il faut acheter. Pour Tasté Gourmet Group sur DeGiro, il faut acheter 4000 actions. Donc tu peux rentrer à partir de 900 € sur le titre. Moi, je vais rentrer à partir de 900 €. Même ça fait ça fera 1 ou 2% de ma partie dividende. C'est pas très grave. C'est pas grave du tout d'ailleurs.
Est-ce que j'en rachèterai tous les mois? Non, parce qu'il faudrait que je remette 900, 900, 900. Est-ce que je me replacerai sur le titre dans les mois futurs? Oui. Je pense qu'on peut être largement patient, les amis. Parce que franchement, on est sur une entreprise qui a clairement un gros potentiel. Il y a quand même, hein, entre guillemets, des doutes aussi. Donc il faut être patient sur le titre, hein. C'est clairement pas un titre qui va faire x2 en un an. Mais horizon 5 à 10 ans, je pense que le potentiel de croissance est largement là. On a quand même un TAM qui est extrêmement énorme en Chine. Et si Tasté Gourmet Group garde son board, bien évidemment, si jamais les CEO venaient à changer, enfin si l'entreprise venait à être vendue ou autre, bah, je vends mes parts tout de suite, hein, mais je pense que tout le monde fera ça. Donc attention quand même, c'est pour ça que j'inclus ce risque-là, hein. Je me prends une marge de sécurité de 40%, je les prends aussi sur mes croissances, et même avec tout ce calcul, je les ai pris j'ai pris en compte tous les risques en fait dans mes calculs, je me suis reprotégé vraiment encore plus. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Tasté Gourmet Group, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, commenter pour faire grossir cette chaîne, pour m'aider à toucher le plus de gens possible les amis. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes réseaux, ça m'aide énormément. Et encore une fois, hein, quand vous voyez des vidéos, pour moi, hein, je ne suis pas là pour débiner les autres gratos, mais quand vous voyez des vidéos d'analyse d'action, que vous voyez juste un petit peu de quantitatif, deux trois métriques à la con là, sur un graphique qui veut absolument rien dire, s'il n'y a pas ce boulot pour moi de thèse d'investissement avant d'investir, c'est du bullshit. Et n'oubliez pas la plus belle fin que je peux faire sur mes vidéos, c'est quoi? C'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux.